Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'une invitée spéciale, Ghislaine. C'est une surprise pour nous deux, cette rencontre-là. Donc, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, je laisse Ghislaine de se présenter elle-même. Bonjour, ça va être une très belle surprise. Je m'appelle Ghislaine. Je suis nutritionniste de formation et une passionnée pour l'alimentation, principalement les alimentations naturelles, fonctionnelles. Je suis végétarien, donc ça donne une petite touche plus d'attention que je fais à l'alimentation. Ça fait combien de temps que tu travailles dans le domaine? Il y a plus de 25 ans. Plus de 25 ans? Exactement, plus de 25 ans. Tu viens du Brésil, n'est-ce pas? Exactement. Depuis 10 ans, je suis ici au Canada. Je suis brésilienne d'origine. Tu travailles toujours dans le domaine de l'alimentation et depuis que tu es là? Toujours dans le domaine de l'alimentation. Okay. Ça change un peu. Au Brésil, c'était dans le secteur de l'alimentation. Restauration pour la collectivité. Ici au Canada, ça a changé un peu. C'était plus lié à la diétothérapie, principalement lié au cancer. Après, j'ai suivi des études en gérontologie. Donc, ça a été un milieu un peu plus spécifique. D'accord, parce que tu sais que maintenant je fais des projets surtout concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire. J'imagine dans le domaine de l'alimentation, il y a beaucoup de choses à parler. C'est pour ça notre ami Marco nous présentait ensemble. Oui. Donc, est-ce que tu peux parler un peu des expériences au Brésil, bien sûr, parce que là-bas tu as travaillé beaucoup d'années dans le domaine. En plus, ça a l'air de quoi le gaspillage au Brésil, surtout dans ton domaine? Oui. Le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qui touche à tout le monde. Oui, je suis d'accord. Ça débute du petit enfant à la maison, avec ses habitudes parmi ses parents qui cuisinent et qui enseignent dans ses habitudes comment mettre la nourriture en quantité que vous allez manger. Mais au Brésil, si on va faire la comparaison au Canada, c'est complètement différent. Nous avons une richesse pour la terre, le climat. Donc, parmi mon expérience, c'était lié directement dès la production, dans une chaîne vraiment, dès la production des agriculteurs. On fait la rastreabilité jusqu'à que les produits soient transformés dans les restaurants pour les consommateurs finaux. Donc, de A à Z, même les processus d'éducation nutritionnelle et de conscientisation pour les consommateurs finaux, on prend soin avec des projets parce que les gaspillages, premièrement la production, en 60% au Brésil des produits sont gaspillés. Et on parle dans une population qui c'est grand, 220 millions d'habitants, mais on a beaucoup de pauvreté. Donc, excusez-moi, vous mentionnez c'est combien de pourcentage de gaspillage au Brésil? À peu près 60% dans la production d'aliments. 60% dans la production? Oui, parce que tu produis et tu vas faire la triage des produits pour les transports. Donc, après le transport, tu dois suivre les armazenements. Après ça, tu viens avec les distributeurs, encore les contrôles de température, armazenement. Donc, vous commencez à avoir des pertes dans tous ces processus jusqu'à qu'il arrive pour les grandes compagnies qui c'est beaucoup trier et exiger les niveaux de qualité. Donc, plus vous avez une autre étape qui c'est la préparation de cet aliment, qui aussi vous avez besoin des techniques alimentaires très précises pour profiter le plus possible des nutriments et
de l'utilisation de l'aliment de façon intégrale. Et après, quand tout est transformé, vous avez la dernière étape, qui c'est le consommateur final qui va se nourrir. Et en général, il y a une perte aussi énorme, qui c'est à peu près 30%. Mais comme un client final, exemple, moi, je vais faire mon assiette. Oui. J'ai l'option de librement choisir. La quantité, il est éteint du menu que je voulais manger. Mais parfois, ce moment-là, j'étais très affamée, ou émotivement, j'étais pas très bien. Donc, on a beaucoup de faim qui a besoin d'être identifié. Donc, je mets dans mon assiette beaucoup plus d'aliments que je suis vraiment capable et envie de nourrir mon cœur dans ces moments-là. Ok. Donc, des moments de manger, oui. À peu près, on a déjà mesuré ça plusieurs fois, 30% en moyenne, c'est jeté à la poubelle. Si on va maintenant focuser à la maison, oui. Nous avons besoin d'avoir des 4 étapes très simples. Première chose, planification. Ce que nous avons envie de cuisiner cette semaine. Oui. Toujours privilégier des choses de saison, des aliments de saison. Toujours acheter des produits locaux. Mais pourquoi? Si nous sommes conscients des processus de gaspillage, à cause que tous les processus de logistique, de transport, ça mène des pertes. Donc, plus proche, vous avez plus de qualité nutritionnelle et vous avez moins de pertes de nutriments. Vous avez plus la conscience du consommateur final dans ces premiers processus. Donc, planification. Deuxième chose, acheter la quantité que tu vas vraiment manger. Donc, par exemple, les fruits et les légumes. Si tu peux y aller 3 fois par semaine, acheter ça, tant mieux. Parce que parfois, tu achètes une fois pendant la semaine. Si tu ne veux pas avoir le gaspillage, les gens n'ont pas de temps. Donc, parfois, tu ne vas pas manger. On va préparer tout ça. Oui. Donc, les gens vont gaspiller l'aliment. Sinon, tu vas te programmer bien pour préparer cet aliment qui n'était pas mangé. Et des plats, ça peut être des compotes, ça peut être des tartes, ça peut être des produits à être surgelés pour qu'il soit consommé l'aliment que tu avais acheté pendant la semaine. Un autre processus, c'est les techniques diététiques que tu utilises dans la cuisine. Les techniques, par exemple, c'est comment tu vas couper les aliments. Par exemple, il y a des gens qui n'utilisent pas les tiges. N'utilisent pas les gros feuilles. Par exemple, on va faire un chou-fleur, par exemple. Il y a des gens qui, toute la partie verte, va jeter à la poubelle. Ce sont des choses très nourrissantes, très nutritives et que nous devons utiliser. Premièrement, pour la question nutritive, en seconde place, pour la question gaspillage. Oui, exactement. Donc, il faut avoir la conscience, il faut avoir des techniques diététiques et des bonnes recettes pour préparer ça. Pour récupérer. Pour ne pas avoir des pertes. Parce que ce sont des choses, ce sont des aliments. Oui. Vraiment. Donc, et la quatrième chose, c'est l'effet qu'à table, vous prenez un morceau petit et après, si vous êtes envie de manger un deuxième morceau, tu les reprends. Oui, ok. Petit. Donc, vous avez 4 étapes qui sont importantes à la maison. Mais par contre, ça m'amène à une autre question, c'est que quand on parle de gaspillage, souvent, parce que les gens qui ont moins de conscience, c'est pour ça on laisse des petits morceaux. Et puis, est-ce que tu trouves que, est-ce qu'il y a une façon qui peut améliorer ou bien éduquer les gens qui avoir un peu plus de conscience pour le gaspillage alimentaire? Par exemple, quand on était petit, dans notre culture, on a bien éduqué ou bien même pénalisé si on fait des pertes de nourriture. Mais ici, vu que soit au Brésil ou soit ici, on a une abondance de nourriture, les gens ont tendance de moins
de conscience pour le gaspillage alimentaire. Est-ce que tu as d'après toi, comment on peut améliorer l'aspect-là, d'améliorer la conscience? Je pense que l'aspect c'est culturel. Je vois que petit à petit, il y a un grand mouvement international pour que les consommateurs deviennent plus conscients. On a vraiment maintenant une attention focusée avec les virus, le coronavirus, mais aussi on a les faim qui tuent beaucoup plus que le coronavirus. Et nous ne sommes pas très attentifs à ça. Pendant le temps que nous avons une abondance alimentaire, mais les gens ne sont vraiment pas conscients. Pour moi, l'éducation nutritionnelle, ce qu'on appelle au Brésil, ce qu'on appelle ici aussi. J'ai pris des études pour l'équivalence en nutrition à l'Université Laval. On a des projets pour à chaque jour plus conscientiser les personnes, les individus. Oui. OK? Pour qu'ils deviennent responsables. Oui, exactement. Parce que si chaque personne se conscientise qu'elle est responsable pour ces gros changements, ça commence un à un. Ce n'est pas universel, ce n'est pas international. On parle ces gros mots, mais c'est un à un. Donc l'éducation nutritionnelle, ça commence à la maison aussi avec les parents. Cette conscience, c'est devenu des parents passés pour les enfants. Moi, je viens d'une famille qui aussi, il faut être conscient. Tu mets dans ton assiette ce que tu es capable de manger, mais petite quantité. Tu évites de manger encore plus, tu vas mettre un peu plus. Et si tu ne manges pas tout, tu ne vas pas jeter à la poubelle. Tu vas les garder parce que tu vas manger le soir. Donc, on ne va pas être radical aujourd'hui, mais je pense que même au Canada, il y a beaucoup d'immigration, principalement les Français, ils ont beaucoup la conscience. Et les Québécois, il y a beaucoup cette conscience, les jeunes principalement. Les jeunes, oui, j'ai remarqué, oui. Quand j'étais dans un événement zéro déchet, là, j'ai vu énormément de jeunes, je dirais entre 20 ans et 30 ans. Beaucoup dans l'événement zéro déchet. C'est à peu près 90%, c'est des jeunes générations. Donc, j'étais très contente de voir que les jeunes générations prennent cette responsabilité. À part la responsabilité individuelle, est-ce que tu crois qu'il y a une responsabilité sociale qui doit être mise en place? Absolument. Il y a une responsabilité sociale, il y a une responsabilité gouvernementale, il y a une responsabilité parmi les industries. On parle d'environnement, on parle du plastique qui tue des baleines, les animaux dans la mer, aussi qui contaminent les sols. On va avoir des escassez de l'eau qui s'est contaminée, l'air aussi, on a beaucoup de contamination. Ça tue, ça touche directement la nouvelle génération parce qu'on respire, les gens qui sont enceintes, beaucoup d'autistes. On vient de découvrir récemment que beaucoup de problèmes d'autisme deviennent aussi d'infections maternelles. Ah oui. Qui c'est aussi parmi la respiration, l'air contaminé et aussi l'eau contaminée. Donc, c'est intéressant ça. C'est un processus intégré. On ne peut pas dire le gaspillage seulement de nourriture. C'est le gaspillage aussi de l'eau. Parce qu'on prend trop de temps à la douche, on va laver la vaisselle, on ouvre les robinets, l'eau coule. Donc, on doit être très conscient à propos de tout ça. Donc, oui, c'est une responsabilité sociale. On a au Brésil, par exemple, ici, ça commence beaucoup de conscience, des coopérations, des compétiteurs, des compagnies qui sont compétiteurs au marché, mais qui s'est mis ensemble et ont élu des coopératives
pour qu'ils travaillent dans le recyclage, par exemple, du plastique, et qui utilisent ces produits recyclables pour qu'ils soient réinventés, les emballages dans les industries, parce que les consommateurs, ils deviennent très exigeants, mais très exigeants aussi dans les valeurs de ce qu'ils achètent. La compagnie, c'est une compagnie responsable. La compagnie, c'est une compagnie qui pense à l'environnement. La compagnie, c'est une compagnie qui utilise des produits plus naturels possibles. Parce que tout ça, ça touche notre santé. Donc, les gouvernements, c'est différent au Brésil comme au Canada. Au Canada, toute la question santé, c'est responsabilité du gouvernement. On ne paye pas pour ça. Au Brésil, la plupart, c'est privé. Donc, on les paye pour ça. Les gens qui ont la condition, qui c'est la minorité, la plupart n'ont pas cette condition, sont dans la pauvreté. Donc au Brésil, c'est très régional. Les gens se réinventent à partir de la nourriture, parce que la nourriture, il y a une escassez de l'eau aussi au Brésil, qui c'est un pays très riche, dans des régions qui sont très, très pauvres. Donc on doit travailler la créativité dans les recettes, dans l'utilisation des ressources naturelles. Et ici, c'est la même chose. Les gouvernements, il y a une préoccupation qui commence. Parce que dans le futur, avec l'éveillissement de la population qui de plus en plus, la longévité, on parle de longévité, mais que la longévité doit être une longévité salutaire. Oui, c'est ça, qui a de qualité, c'est ça, tu veux dire la longévité avec la qualité, sinon... Exactement, parce qu'on ne voulait pas que les gens deviennent vieilles, et puis non autonomes. Donc ça coûte à tous, en plus aux individus, mais au gouvernement qui paye pour ça, et que c'est la population qui paye parmi tout les le monde impôts. Qui paye. Donc je pense que c'est une conscience collective qui commence à se réveiller parmi chaque personne, chaque citoyenne. Ici au Canada, c'est un peu différent comme je te parle au Brésil. Mais au Brésil, nous avons beaucoup de programmes gouvernementaux pour conscientiser le consommateur final. Je pense que le plus important, c'est avoir la conscience des consommateurs final. Personne pour personne. Là, on voit un mouvement de l'industrie. Donc ça touche. On voit les consommateurs conscients. C'est comme une chaîne inversée. Tu comprends? C'est cet client final qui va décider, qui va décider a le pouvoir et qui devient conscient qu'il y a le pouvoir de changer une chaîne complète pour qu'on ait une condition de vie de qualité. Les jeunes générations, ils ont déjà commencé à réveiller, mais comment on peut accélérer ce processus-là? Il y a un mot qui s'appelle culture. C'est pour moi une question culturelle. Et changer une culture, ça peut prendre des générations. Donc, je pense que ce mouvement de changement culturel, il a déjà débuté. Comme vous avez dit, les gens de 20 ans, 30 ans et les enfants ont déjà parmi jour à jour cette culture. Donc, ça, c'est magnifique. Et ça a débuté dans beaucoup de pays. Je pense que c'est la seule façon, c'est de toucher à la maison. Quand les gens sont touchés à la maison, dans un deuxième temps, c'est là qu'il y a la transformation. Donc nous avons vu beaucoup de transformations. Il y a toujours des gens qui débutent plus vite. Ça dépend beaucoup de la conscience personnelle, de la conscience humaine. Et petit à petit, les gens, tu vois, un environnement communautaire qui s'engage. Je vois chaque jour plus d'engagement. Ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, mais ça vaut la peine. Pour moi, je pense que ça vaut la peine. C'est pas seulement ici au Canada, que c'est un pays développé, de premier monde. Au Brésil, c'est un pays en développement. C'est la même chose.
il y a toujours des gens et des mouvements qui de plus en plus sont forts pour que les gens changent la culture. C'est un changement culturel. C'est le plus difficile. Oui, c'est comme dans l'entreprise. Ouais. Allez-y avec des nouveaux programmes et des projets qui sont excellents pour tous. Mais ce sont des craintes et des croyances. Ouais. Quand tu touches là, c'est le défi. C'est les gros défis. Moi, je pense que c'est les gros défis, mais c'est un défi qui change petit à petit. Est-ce que tu crois l'éducation de gaspillage, si on s'installe dans l'école, ça va aider à changer plus rapidement la conscience? Oui. Il y a déjà, depuis 5 ans, on a eu le virage santé dans les écoles, dans les universités. Ça a été imposé. Et c'était venu parmi une étude très profonde. Mais la préoccupation primaire, c'était la santé des gens, principalement des jeunes, parce que les index d'obésité, qui c'est une maladie, a augmenté rapidement. Donc, la seule façon de contrôler et renverser ces processus, c'est de travailler avec les processus d'éducation nutritionnelle. Mais tu ne peux pas seulement parler. Tu dois offrir en même temps, tu dois conscientiser en même temps. Ce n'est pas une fois, c'est plusieurs fois. Donc, ce processus qui est devenu dans les écoles et qui a débuté dès 5 ans maintenant, il continue. Mais dans l'école, je comprends, c'était à l'université et puis à collège ou dans les... C'est toutes les écoles. Depuis les écoles petites, de primaire, l'étude fondamentale, tout ce qu'il y a les cantines, on appelle les mouvements virage santé. Ces mouvements, ça change, c'est venu vraiment pour changer. Ça, c'est implémenté au Québec. C'est un projet magnifique. J'étais honorée d'avoir vu et participé de l'implémentation à l'Université Laval, en Québec. Donc, ça, c'est la base. Et on voit beaucoup de programmes communautaires, des petits chefs qui vont apprendre à faire la cuisine. Et on travaille avec des nutritionnistes et des chefs de cuisine avec l'aliment sain. Donc, je pense que ça, au Québec, c'est très fort. Je peux pas... Est-ce que tu crois que l'étude de nutrition pourrait causer le gaspillage alimentaire ou bien sauver le gaspillage alimentaire? Non, c'est le contraire. La nutrition, c'est une science. Donc, bien sûr qu'à l'université, les programmes, il y a besoin d'être reformulés pour les moments actuels. Mais quand même, tous les processus de travail, des formations, des post-graduations, des maîtrises, des doctorats. J'ai parmi les gens à l'Université Laval qui sont des doctorés, d'auteurs, des PhD, sont exactement dans les focus dans le gaspillage alimentaire. C'est très intéressant. J'étais l'année passée à un événement. Il y avait 325 compagnies invitées et à peu près 60 chercheurs, d'auteurs et PhD. Donc, j'ai eu l'opportunité de discuter avec des gens de l'industrie, de discuter avec des gens qui avec des projets très innovants. Tous sont préoccupés avec la question environnementale, avec des processus de travailler dans les productions plus nutritif possible, moins d'ingrédients possible, plus sauver possible, la nourriture, pour offrir des aliments nourrissants, pour combattre plusieurs maladies, pour aider et aussi la question de chercher dans le processus de recyclage. Super belle conversation, très informative pour moi et puis pour tout le monde qui regardait cette vidéo. Merci beaucoup pour l'opportunité. C'est très plaisant aussi de voir une personne qui s'intéresse pour le gaspillage. Je pense que c'est très éducatif aussi et ça va faire la différence dans le processus d'éducation des gens.